Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la série Mon portefeuille CTO, série dans laquelle je présente régulièrement l'évolution de mon portefeuille compte titres ordinaire. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser sur la tech chinoise qui subit actuellement un crack d'amplitude. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces petits rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la suite de la vidéo et notamment au sommaire de la vidéo. Alors comme d'habitude, je vais rappeler dans un premier temps ce qu'est l'allocation à la marque Faber, et puis dans un deuxième temps, je me focaliserai sur la tech chinoise, et en particulier sur l'indice Hang Seng Tech, et puis nous regarderons rapidement quelques valeurs technologiques pour voir un peu l'ampleur des dégâts du crack qui est en cours sur les valeurs technologiques chinoises. Dans un troisième temps, nous regarderons les mouvements du mois sur mon portefeuille CTO, et puis dans un quatrième temps, nous regarderons le portefeuille CTO dans son ensemble pour voir quelle est l'allocation de celui-ci. Alors, très rapidement, je vais rappeler ce qu'est l'allocation à la marque Faber, notamment pour ceux qui découvrent mes vidéos. Alors, une allocation à la marque Faber, c'est tout simplement une répartition du portefeuille entre 4 grandes classes d'actifs, à savoir l'or, les obligations et ou le cash, l'immobilier et les actions. Alors, dans ce portefeuille, on va retrouver 25% d'or, 25% d'obligations et ou de cash, 25% d'immobilier et puis 25% d'actions, en gardant à l'esprit que dans mon cas, je procède à un apport annuel de 5 000 € et donc l'idée va être d'allouer ce capital au fur et à mesure du temps qui passe et donc je vais me permettre de surpondérer ou sous-pondérer certaines classes d'actifs selon les opportunités qui se présentent à moi. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me focaliser sur la tech chinoise et en particulier me focaliser sur ce qu'il est en train de se passer sur les valeurs technologiques chinoises qui sont en train de subir un crack extrêmement important en ce moment. Alors je vous ai mis plusieurs articles, le premier vient des Échos, on peut lire ici high-tech chinoise, Didi, Tencent, cité interdite. Et on peut lire ensuite, la Chine ne voit pas la santé boursière de sa big tech comme un élément de puissance contrairement aux États-Unis. Pesant 3 fois moins qu'outre-Atlantique, celle-ci accentue son retard boursier, donc ça c'est un premier titre. Ce que nous dit le journaliste ici, c'est tout simplement que les modèles américains et chinois ne sont pas des modèles similaires, si bien que les États-Unis vont avoir tendance à mettre en avant leurs valeurs stars, leurs entreprises stars, donc les GAFAM en particulier, alors que le gouvernement chinois va plutôt avoir tendance à taper du poing sur ces entreprises pour les mettre au pas. Alors on verra bien entendu si c'est le cas au cours des prochaines années. De mon côté, je pense que le gouvernement chinois n'a pas forcément intérêt à démanteler ces valeurs stars, donc ces entreprises stars de type Batix, donc Alibaba, Tencent, Xiaomi et Baidu par exemple. Ce qu'il faut garder à l'esprit également, c'est que les États-Unis, c'est environ 320-330 millions d'habitants, alors que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, ce qui veut dire que le marché chinois est beaucoup plus dense que le marché américain, ce qui veut dire également que le potentiel de croissance pour les entreprises localisées en Chine est beaucoup plus important que le potentiel de croissance des entreprises localisées aux États-Unis. Bien entendu, ça c'est lorsqu'on a un point de vue à très long terme, ce qui est mon cas. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les entreprises chinoises sont en train de s'installer en Europe et sont en train de conquérir l'Europe un peu à la manière des entreprises américaines, ce qui veut dire que leur potentiel de croissance ne se trouve pas uniquement en Chine, mais également en Europe et dans le reste du monde. Donc je vous ai mis ici un autre article du Figaro qui s'intitule « Chine, l'administration multiplie les sanctions contre ses champions de la tech ». On peut lire en dessous, le géant des VTC Didi est retiré des magasins d'applications du pays, d'autres groupes sont dans le viseur. Alors Didi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent du Uber aux États-Unis, donc Uber en anglais. Et donc ici, les autorités chinoises et en particulier le régulateur chinois s'en est pris lourdement en supprimant l'application Didi, donc d'accès, c'est-à-dire que les anciens clients peuvent toujours utiliser l'application qu'ils ont téléchargée sur leur smartphone, et puis les nouveaux clients potentiels n'ont plus accès à l'application du coup. Donc forcément, ça risque d'impacter les ventes au cours des mois et trimestres qui viennent, en attendant que le régulateur chinois tranche sur la sanction à venir pour Didi.
Alors on sait également que le régulateur chinois a tapé sur Alibaba, donc a tapé sur Ant Financial qui n'a pas pu procéder à son IPO, et puis on sait par ailleurs que le régulateur chinois s'en est pris et s'en prend toujours à Tencent et Tencent Music en particulier, et puis qu'elle vient de taper très lourdement sur les valeurs EdTech chinoises du type TAL Education, New Oriental Education et puis également Gaotu Tech Edu. Donc la vraie question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que le régulateur chinois va s'en prendre à chacune des entreprises stars du pays, en tout cas les entreprises les plus en vue actuellement. Et puis surtout la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un comportement éphémère des autorités chinoises et donc du régulateur chinois, ou bien est-ce que c'est un comportement à plus long terme avec une volonté de la part du gouvernement chinois de reprendre le contrôle de ces entreprises. Alors bien entendu, de mon côté, j'ai un avis assez tranché sur la question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à regarder quelques articles que j'ai sélectionnés pour vous. Alors je vous ai mis ici un autre article de l'AGFI qui s'intitule « Pékin durcit la mise au pas de la tech chinoise » et on peut lire en dessous « En resserrant son étau réglementaire contre les grandes plateformes numériques, la Chine fait aussi de SoftBank Group une victime collatérale ». Donc on peut penser à SoftBank Group, c'est-à-dire qu'on a des entreprises de type holding, donc comme SoftBank au Japon, et puis comme Prosus en Europe, Prosus qui dépend de Naspers en Afrique du Sud, mais qui sont des holdings qui ont des parts importantes soit dans Alibaba pour SoftBank, soit dans Tencent pour Prosus. Et donc cette mise au pas de la tech chinoise de la part du régulateur chinois, donc mise au pas des valeurs technologiques chinoises les plus en vue, pourrait avoir un impact non négligeable sur la valorisation de holdings de type SoftBank ou Prosus. J'en ai parlé récemment dans ma vidéo Mon portefeuille PEA numéro 19. Et donc ces deux holdings, SoftBank d'un côté et Prosus de l'autre, pourraient représenter des opportunités dans quelques mois ou quelques trimestres si jamais la valorisation des valeurs technologiques chinoises venait à être endommagée davantage du fait de l'action du régulateur chinois. Bien entendu, ce sera à suivre dans les mois et trimestres à suivre. J'en ai déjà parlé en ce qui concerne Prosus. Alors je vous ai mis ici l'extrait d'un autre article donc de Barron's, publié le 23 juillet 2021, donc on est en plein dans l'actualité. On peut y lire que les valeurs de l'EdTech, donc China Education Stocks, sont en forte chute. Pourquoi? Parce que on a un resserrement au niveau de la régulation de ces entreprises. Et donc ces entreprises sont fortement malmenées en bourse, puisque actuellement au moment où je tourne cette vidéo, les actions New Oriental Education et TAL Education sont en chute de plus de 60%. Et je parle bien ici d'une baisse de cours journalière. Enfin, je vous ai mis ici un article des Échos sur lequel on peut lire le miroir aux alouettes des actions chinoises. Alors ça, c'est un article très intéressant. On peut y lire ici que la performance de la bourse chinoise laisse à désirer en dépit de l'ouverture tant vantée de ses marchés financiers. L'indice MSCI China a grimpé de seulement 63% depuis début 2013, contre une progression de plus de 80% pour le CAC 40. Les professionnels y voient toutefois des opportunités, notamment dans la transition écologique et la santé. Donc on peut voir ici que le MSCI China sous-performe le CAC 40 depuis 2013. Et alors ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que généralement, on cherche à entrer des valeurs chinoises en portefeuille pour pouvoir surperformer le CAC 40 notamment, et pour pouvoir améliorer la performance de son portefeuille à long terme. Ce qu'on voit ici, c'est que depuis 8 ans, l'indice chinois sous-performe le CAC 40, et donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt d'investir dans des entreprises chinoises en sachant que celles-ci sous-performent en moyenne les valeurs françaises par exemple. Alors de mon côté, j'ai un avis bien tranché sur la question, c'est-à-dire que pour moi, il faut avoir un objectif à plus long terme, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses à très long terme, c'est-à-dire à 15 ans, 20 ans ou 30 ans, et non pas à 8 ans seulement. L'autre aspect important ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que le CAC 40 est tiré vers le haut par les valeurs du luxe qui ont extrêmement bien performé, et des valeurs du luxe notamment qui ont extrêmement bien performé grâce à la Chine. C'est-à-dire qu'elles ont été capables de s'étendre en Chine et de profiter de la croissance chinoise, en tout cas de la croissance du luxe en Chine. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les valeurs chinoises vont continuer à sous-performer les valeurs françaises, donc le CAC 40 ici. De mon côté, je pense que certaines valeurs chinoises présentent des caractéristiques extrêmement intéressantes, et lorsque je pense aux valeurs chinoises, je pense notamment à deux valeurs chinoises en particulier, à savoir Alibaba et Tencent, qui pour moi représentent l'essentiel du marché chinois. J'aurai probablement l'occasion de revenir sur ce point dans des vidéos ultérieures.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me focaliser sur un indice qui s'appelle le Hang Seng Tech et qui est un indice qui se focalise sur les 30 plus grandes valeurs technologiques chinoises cotées à la bourse de Hong Kong. Alors pour présenter cet indice très rapidement, donc le Hang Seng Tech Index, je vous ai mis ici l'extrait d'une page de la bourse de Hong Kong, donc le Hang Seng. On peut voir donc que c'est un indice qui comprend les 30 plus grandes valeurs technologiques chinoises cotées à Hong Kong. Et puis lorsqu'on regarde les caractéristiques, donc features, on voit ici qu'on a différents secteurs représentés, donc le secteur industriel, le secteur de la consommation discrétionnaire, le secteur de la santé, des financières et puis le secteur des technologies de l'information qui représente 70% de l'indice environ. On voit également qu'on va retrouver une exposition au cloud, au digital, au e-commerce, également des fintech et puis de l'internet qui représente le gros de l'indice. On voit par ailleurs que ce sont des entreprises qui ont de gros investissements en R&D et puis qui montrent une croissance importante au niveau du chiffre d'affaires, donc des revenus. Alors, quand on regarde l'indice en détail, et c'est toujours intéressant de regarder les indices en détail pour voir quelles sont les valeurs incluses ou non dans cet indice, on va retrouver les valeurs suivantes, des valeurs relativement connues comme Meituan, Alibaba, Tencent que tout le monde connaît, également Xiaomi, JD.com ou encore Lenovo, ailleurs ici, ou encore Baidu, Bilibili, Weibo, ou encore on va retrouver une valeur comme Autohome qui est une valeur que j'aime bien de mon côté mais qui a fortement souffert récemment. On voit ici les différents poids, donc des poids qui vont de 0,10% pour Autohome à 8,35% pour Meituan. Donc on a cet indice, le Hang Seng Tech Index, et ce qu'il est intéressant de regarder, c'est l'évolution de celui-ci depuis 2016. On a des données ici sur le site internet de la bourse de Hong Kong, donc je me suis amusé à regarder ce site et puis à extraire le graphique pour regarder un petit peu ce qui se passait au niveau graphique. Donc on a un indice, ici on a la cotation de cet indice depuis 2016, donc on voit l'évolution sur les 5 dernières années. On voit que l'indice est passé grosso modo de 3000 points à quasiment 11 000 points ici, donc c'était au plus haut. On voit depuis que l'indice a perdu 32% de sa valeur. On voit donc ici que les valeurs technologiques telles que représentées à la bourse de Hong Kong ont fortement souffert au cours des derniers trimestres, en tout cas au cours des derniers mois, et donc l'indice est en repli de 32%. Autrement dit, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on a affaire à un krach boursier sur l'indice des valeurs technologiques chinoises, puisque un indice qui se replie de 32% en quelques mois, ça caractérise justement un krach boursier. Alors, lorsque je regarde ce graphique d'un point de vue technique, on n'a pas énormément d'informations, on n'a pas de moyenne mobile, on n'a pas d'indicateur technique particulier. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on pourrait revenir tester les 6000 points, c'est pas une impossibilité. Pourquoi? Parce qu'on pourrait revenir tester les derniers plus hauts, donc de 2017, qui pourraient être testés, et donc on pourrait avoir ici une inversion de polarité avec une zone, en tout cas une ancienne zone de résistance ici, qui pourrait faire l'objet d'une zone de support désormais, avec un indice qui pourrait éventuellement repartir de plus belle par la suite. Bien entendu, on suivra ce qui se passe sur cet indice Hang Seng Tech pour voir un petit peu s'il y a des répercussions sur l'indice Nasdaq aux États-Unis. De mon côté, je pense que si jamais la pression vendeuse continuait à se faire présente sur les valeurs technologiques chinoises, ça pourrait entraîner des margin calls, donc des appels de marge, ce qui pourrait éventuellement entraîner le Nasdaq dans un repli également. Donc il sera intéressant de voir si on a une contagion entre ce qui se passe en ce moment sur les valeurs technologiques chinoises et les valeurs technologiques américaines éventuellement. Donc ce qu'il faudra voir, je pense, c'est voir si cet indice peut retourner chercher les 6000 points, auquel cas on aurait une baisse d'environ 45% depuis les derniers plus hauts. C'est toujours un indice intéressant. Bien entendu, pour le moment, on n'en est absolument pas là. Ce qu'il va falloir suivre, c'est quelle va être l'ampleur finale du mouvement de repli sur les valeurs technologiques chinoises et notamment sur l'indice Hang Seng Tech. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un aperçu des principales valeurs technologiques chinoises. On va les prendre une à une, et puis on va regarder l'amplitude du krach en cours sur ces valeurs, l'amplitude du repli en cours. Donc on va commencer avec Tencent. On voit que Tencent a fait un plus haut, donc ici, aux alentours des $100. On voit ici qu'on est sur le marché OTC, donc j'ai pris essentiellement des valeurs cotées en dollars américains aux États-Unis. C'est plus facile à analyser puisqu'on est en dollars et que le dollar est relativement proche de l'euro. Donc on a fait un plus haut ici aux alentours des $100. On voit que le cours est actuellement de $66.
la baisse de Tencent Holding est donc de 33%. Donc on est sur un repli extrêmement marqué ici, et donc il faudra voir jusqu'où on peut aller. De mon côté, je pense qu'on peut aller chercher les 60, peut-être les 55 $ sur Tencent. On verra par la suite. On pourrait éventuellement tester, vous voyez, l'ancien point haut ici, qui ferait office de zone de support éventuellement avant un retour de la hausse sur le titre Tencent. Bien entendu, tout ceci pourrait prendre des mois, peut-être des trimestres, et donc il faudra suivre ce qu'il se passe sur cette valeur. Alors sur Alibaba, c'est exactement la même chose. Vous savez que je suis très haussier sur Alibaba, que j'ai des actions Alibaba en portefeuille qui représentent ma plus grande pondération actuellement au sein du portefeuille CTO. Et donc on a une action qui est passée d'environ 310 $ ici à 200 $ en bas, soit une baisse de 34% environ. Donc là encore, on est sur une baisse extrêmement marquée pour une très belle valeur technologique. Et donc on peut penser également que l'action peut aller un cran plus bas, peut-être chercher les 190 $, voire les 180 $, pourquoi pas. Maintenant, il faudra voir jusqu'où on descend sur Alibaba. On gardera à l'esprit que Amazon, des valeurs comme Amazon, ont subi régulièrement des cracks de 40, 50, 60%. Et donc il est possible sur ces valeurs d'avoir des replis extrêmement marqués, ce qui ne remet pas forcément en question le potentiel de hausse de ces titres à très long terme. On l'a vu avec Amazon, on l'a vu avec Microsoft, on l'a vu avec d'autres titres par le passé. Alors on passe à Baidu, on voit ici que le titre est en baisse de 50% au cours des dernières semaines. Donc encore une fois, c'est une baisse extrêmement importante, caractéristique d'un crack en cours sur les valeurs technologiques chinoises. On n'oublie pas également que la Chine est un pays dans lequel on trouve énormément de spéculateurs, et donc que ça joue forcément à la fois à la baisse mais aussi à la hausse lorsque le marché est davantage haussier. De mon côté, je pense que le cours pourrait aller et chercher éventuellement les 160 $, voire les 140 $, auquel cas je pense qu'on retrouvera un courant acheteur sur le titre. On passe à l'action suivante, donc Meituan, on est à 34 $, donc on est sur une baisse de 42%, donc encore une fois une baisse extrêmement importante et extrêmement rapide. La question qu'on pourra se poser, c'est où est-ce qu'on peut aller. Encore une fois, d'un point de vue graphique, on pourrait descendre chercher les 20-25 $ sans problème, donc il faudra voir un petit peu comment cette action est entraînée par le reste des actions, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de corrélation lorsque les marchés sont extrêmement baissiers. Bien entendu, ça dépendra de l'ensemble du marché technologique chinois. Difficile ici d'anticiper des niveaux. Je pense qu'on pourrait descendre chercher les 20-25 $ par exemple. Mais bien entendu, il faudrait regarder ça de plus près, notamment avec des graphiques en chandelier japonais. Sur l'action Pinduoduo, on est sur une baisse de 51%, donc une baisse extrêmement rapide, extrêmement marquée. Là encore, on est sur des niveaux potentiellement intéressants, puisqu'on a ici une zone de support potentiel aux alentours des 90 $. Donc à voir si Pinduoduo se reprend dans cette zone, ou si Pinduoduo redescend un cran plus bas dans la zone des 50 $ par exemple. Sur Bilibili, on est sur une baisse de moins 40%, donc là encore une baisse très marquée. Là encore, l'action pourrait descendre encore un cran plus bas, pourquoi pas aller chercher les 70 $ par exemple. On passe à Baozun, donc on est ici sur une baisse de moins 52%. Quand on compare le plus haut qui est ici et le plus bas qui est ici, on voit que l'action évolue par vague d'accélération haussière et baissière. Donc on a ici une sorte de triple top. Alors ça ne veut pas dire que l'action va aller beaucoup plus bas, ça peut vouloir dire qu'on a ici une sorte de triangle et qu'on pourrait repartir à la hausse éventuellement ultérieurement. Là encore, difficile d'établir des niveaux. Je pense qu'on a ici une zone de support aux alentours des 25 $. On pourrait éventuellement descendre un cran plus bas autour des 18-20 $. Alors on passe à IQE, qui est une action que j'ai en portefeuille. Vous savez que c'est une action extrêmement spéculative. Pourquoi? Parce que celle-ci n'est pas rentable, et donc les actions non rentables sont beaucoup plus spéculatives que les actions rentables, en tout cas que les entreprises rentables. On voit que la baisse est de 61% depuis les derniers plus hauts, donc on a une baisse extrêmement importante. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que IQE deviendra rentable comme Netflix aux États-Unis? Pour le moment, les investisseurs ont l'air de penser que non, donc il faudra voir si l'action est délaissée des investisseurs dans les mois ou trimestres qui viennent. L'action pourrait descendre en dessous des 10 $, ceci est tout à fait possible. De mon côté, j'ai décidé de ne pas renforcer ma position.
On passe à l'action Ouya, qui est également une action très spéculative, un peu à la manière de IQE, et donc on voit que celle-ci est en baisse de 62% depuis ses derniers plus hauts. La question qu'on va se poser, comme pour IQE, c'est est-ce que l'entreprise peut devenir rentable un jour, et surtout, est-ce que l'entreprise va être délaissée ou non par les investisseurs, auquel cas on pourrait descendre encore un cran plus bas. Alors on passe à une valeur que j'aime beaucoup qui est Tencent Music Entertainment, qui est ciblée par le régulateur chinois et donc qui a perdu 65% de sa valeur depuis ses derniers plus hauts. C'est également une valeur qui était très appréciée du fonds Archegos Capital qui a fait faillite et dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Et donc il y a eu beaucoup d'actions en vente sur le marché, ce qui a fait, en tout cas ce qui a précipité la chute de l'action Tencent Music Entertainment. Donc l'action a perdu 65% de sa valeur depuis ses plus hauts. La vraie question qu'on va se poser pour Tencent Music Entertainment, c'est à quel point le régulateur chinois peut taper du poing sur le titre. Et donc tout va dépendre des conclusions sur ce dossier et surtout des sanctions du régulateur chinois. Pour le moment, le marché a décidé d'éviter cette valeur. De mon côté, je conserve cette valeur en portefeuille. J'ai même renforcé cette valeur comme je vais vous en parler juste après. Encore une fois, ça reste une valeur relativement spéculative. Pourquoi? Parce que si le régulateur chinois venait à taper fortement du poing sur Tencent Music Entertainment, le titre pourrait encore décrocher davantage. Allez, on passe à TAL Education Group, donc qui est en baisse de 91%. Donc on le voit ici, on est sur un vrai krach boursier, donc sur les valeurs technologiques chinoises. Le régulateur chinois a tapé du poing sur les valeurs de l'EdTech en Chine. Et donc on voit ici que les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, ont décidé de totalement délaisser cette action, donc TAL Education, en chute de 91%. Et comme on va le voir, c'est le cas également de New Oriental Education, qui est en chute de 86%. On voit ici la verticalité de la chute, et c'est le même cas sur TAL Education, ce qui veut dire ici que les investisseurs, et notamment les investisseurs étrangers, sont en train de sortir par les portes de secours. On peut également penser que certains gros investisseurs, notamment des hedge funds, ont pris des positions de vente à découvert pour couvrir certaines de leurs positions. On verra bien entendu ce qui se passe sur ces valeurs. Si jamais le gouvernement chinois, en tout cas si le régulateur chinois était un peu moins dur qu'espéré, alors on pourrait avoir un rebond sur ces valeurs. Alors une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit. En effet, lorsqu'on a ce genre de valeurs qui ont des baisses de 90% environ, on passe sur des valeurs qui deviennent extrêmement spéculatives, c'est-à-dire qu'il faut considérer ces valeurs éventuellement comme des options, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre ce genre de valeurs en portefeuille, on prend le risque de tout perdre, c'est-à-dire de perdre 100% de sa position, et puis on a éventuellement un upside important si jamais le régulateur décide de sanctionner ces entreprises moins sévèrement que prévu ou qu'anticipé par le marché. Alors bien entendu, ça veut dire également que pour ceux qui souhaiteraient jouer ce genre de valeur, il faut limiter la taille de son exposition potentiellement à 0,5% du portefeuille ou 1% du portefeuille éventuellement, mais ne pas se surexposer à ce genre de valeurs qui peuvent complètement faire faillite. Enfin, je vous ai mis ici l'entreprise Autohome, qui est une entreprise que j'aime bien de mon côté et qui est en baisse de 63%. Donc on a de bons fondamentaux sur cette entreprise. Maintenant, celle-ci est extrêmement secouée par le marché, puisque le titre, comme on le voit, est en baisse de 63% depuis ses derniers plus hauts. Donc pour résumer, on a un krach en cours sur les valeurs technologiques chinoises. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce krach représente une opportunité d'achat pour un investisseur de long terme? De mon côté, je pense que oui, il y a des opportunités d'achat dans le marché, notamment sur les entreprises les plus qualitatives. Et dans ces entreprises les plus qualitatives, j'inclus en particulier Alibaba d'un côté et Tencent Holding de l'autre. À la question est-ce que ce mouvement baissier peut durer, la réponse est également oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mouvement baissier qui dure pendant plusieurs mois ou plusieurs trimestres, et donc on pourrait avoir des opportunités d'autant plus grandes dans quelques trimestres. Alors on va maintenant passer au point numéro 3 de cette vidéo qui porte sur les mouvements du mois au sein du CTO. Donc on peut voir ici que j'ai renforcé ma position sur Vonovia, donc sur la partie immobilier. On peut voir également que j'ai renforcé ma position sur Alibaba et également sur Tencent Music en ce qui concerne les actions chinoises. On voit également que j'ai renforcé ma position sur AngloGold Ashanti, donc ça c'est pour la partie or du portefeuille. Alors on passe maintenant à la composition de mon portefeuille CTO, donc je suis chez XTB. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez un lien sous la vidéo, vous pouvez utiliser ce lien éventuellement si vous souhaitez vous aussi ouvrir un compte chez XTB.
Alors, on a ici mes différentes positions, la composition du portefeuille. Donc, je vais mettre l'accent ici sur les valeurs de marché de mes différentes lignes, avec la ligne la plus élevée, donc la ligne ayant la valeur de marché la plus élevée en haut ici, donc Alibaba, et puis la ligne ayant la valeur de marché la moins élevée, donc Tattoochef ici. On retrouve ici les fonds disponibles qui correspondent à la valeur de marché du portefeuille, à savoir dans cette vidéo 4 833 €. Et puis on retrouve ici le solde, donc 724 €, c'est le montant en espèces qu'il me reste à allouer au sein du portefeuille. Alors on passe à la composition du portefeuille, moment que vous attendez tous. On voit qu'Alibaba est désormais la première ligne du portefeuille, donc très largement puisqu'elle représente 18,4% du portefeuille, suivi de Tencent Music Entertainment qui représente 11,4% du portefeuille. Donc Tencent Music Entertainment est une ligne beaucoup plus spéculative, même si c'est une ligne moins spéculative que iQIYI par exemple, qui est une ligne extrêmement spéculative puisque, comme j'en ai parlé, l'entreprise n'est pas rentable. Donc iQIYI représente 6,3% du portefeuille. Au niveau des actions, on va également retrouver Tattoochef qui représente 4,9% du portefeuille. Et puis l'ETF Lyxor MSCI Turkey qui représente 9,6% du portefeuille. On retrouve également 15% de liquidité, donc à allouer. Et puis on va retrouver la partie or ici avec 7,4% de l'ETC iShares Physical Gold, 7,9% de l'ETF iShares Gold Producers, et puis 4,4% de Barry Gold, et enfin 8,9% de Anglo Gold Ashanti. On retrouve enfin dans la partie immobilier Vonovia qui représente désormais 6,1% du portefeuille. Donc comme on peut le voir ici, j'ai fait le choix d'être surpondéré au niveau des actions et sous-pondéré au niveau obligataire et immobilier. Pourquoi? Parce que j'estime que les plus grosses opportunités se situent dans le marché actions et notamment au niveau des actions chinoises en ce moment. Donc je vous ai mis également un extrait de ma Google Sheet que vous retrouverez également sur le site épargne-investissement-et-patrimoine.fr. On voit que la moins-value latente du portefeuille est de moins 3,19% pour le moment. Alors bien entendu, avec la baisse des actions chinoises aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, la moins-value latente est supérieure à 5%. Bien entendu, quand on est un investisseur à long terme et qu'on commence à construire son portefeuille, ce genre de moins-value n'est pas extrêmement important. Ou en tout cas, n'est pas très impactant au niveau psychologique. On peut voir ici que la partie cash et obligataire représente 15% du portefeuille ici, que la partie or représente 28% du portefeuille, que la partie immobilier représente 6% du portefeuille et que la partie action représente 51% du portefeuille. Et donc on a une très nette surpondération en faveur des actions dans ce portefeuille. Bien entendu, au fur et à mesure des années qui passent, je rééquilibrerai les différentes classes d'actifs pour arriver à une allocation 25-25-25-25. Alors pour ceux qui souhaitent parcourir les détails de mes portefeuilles PEA et CTO, vous retrouverez un lien sous la vidéo. Bien entendu, vous n'avez qu'à entrer votre adresse email pour accéder à mes Google Sheets PEA et CTO. Alors pour terminer avec cette vidéo, on arrive aux questions du mois. On a deux questions ce mois-ci. La première question est la suivante. Quel poids la Chine représente-t-elle actuellement dans votre portefeuille? Donc ça, c'est une question qui m'intéresse énormément, à savoir est-ce que vous êtes en train de vendre vos actions chinoises ou plutôt en train d'accumuler des actions chinoises en portefeuille? Bien entendu, c'est une question qui intéresse fortement la communauté, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le poids que représente la Chine dans votre portefeuille pour que la communauté puisse échanger autour de cette question. Et puis deuxième question, si vous deviez choisir une seule action chinoise à long terme, quelle serait cette action et pourquoi? De mon côté, j'ai une préférence actuellement pour les actions fortement qualitatives chinoises, à savoir d'un côté Alibaba et de l'autre côté Tencent Holding. Bien entendu, n'hésitez pas à partager votre avis en dessous de la vidéo dans la section commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bien entendu, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il est toujours intéressant d'avoir de nouveaux abonnés et donc de nouveaux membres au sein de la communauté pour pouvoir partager notre passion pour la bourse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.